je suis Geneviève Viot, je suis la directrice générale du TIES. Alors, TIES, c'est Territoire innovant en économie sociale et solidaire. Et par ailleurs, ancienne agronome et fan de Fernande Ouellette depuis une trentaine d'années. Donc, personnellement, ça me fait vraiment plaisir d'animer ce webinaire. Puis, si je suis un petit peu plus sérieuse que en tant que membre du fan club de Fernande, en fait, la raison pour laquelle le TIES est l'hôte, si on veut, de ce webinaire, c'est qu'en fait, notre mission, c'est le transfert de connaissances en économie sociale. Et ce qu'on va vous présenter dans quelques instants, c'est pas une étude sur laquelle nous, on a travaillé, mais c'est une étude qui interpelle vraiment le milieu de l'économie sociale. C'est un enjeu chaud, l'enjeu des infrastructures régionales d'abattage, puis on voit que l'économie sociale peut apporter une réponse à ça. Donc, on trouvait que c'était vraiment pertinent de pouvoir organiser ce webinaire-là, d'en être l'hôte et de voir de quelle façon, en fait, les acteurs de l'économie sociale peuvent participer aux réponses à ces enjeux-là régionaux aux côtés d'acteurs municipaux. Donc, le webinaire, ben, c'est une étude qui va vous être présentée dans quelques instants, particulièrement par Fernande Ouellette, qui est une consultante, agricultrice depuis une quinzaine d'années, là, qui a une ferme de volailles et qui a aussi été la principale porteuse du projet du petit abattoir qui a réussi à avoir sa licence fédérale à sa première inspection. Mais en fait, on n'est pas ici pour vous parler de l'expérience du petit abattoir. Je le mentionne juste pour vous montrer à quel point on est entre les mains de quelqu'un qui connaît le sujet. Et les autres partenaires qui ont rendu possible cette étude-là et ce webinaire aujourd'hui, mais en fait, parmi les partenaires, il y a la MRC d'Acton, il y a la MRC Les Masputins, Technopole Saint-Hyacinthe et la MRC Rouville. Puis le partenaire financier du webinaire, c'est le MAPAC. Mais avant que Fernande vous présente l'essentiel de l'étude, je vais passer la parole à René Pedneau, qui est directeur du service de développement économique et local de la MRC d'Acton. Et René a 23 ans d'expérience. Il m'a dit de le dire, mais il a 23 ans parce qu'il a commencé à peu près à 12 ans, là, en développement économique. Puis il a travaillé sur plusieurs dossiers agricoles, notamment sur 2 CUMA et un PDZA. Alors, René, à toi la parole. Voilà. Merci beaucoup. Dans le fond, moi, je vais plus être là pour expliquer la genèse, dans le fond, du projet, de comment ça réfléchit, parce que de vouloir aller vers un abattoir, c'est un cheminement, c'est un questionnement. Nous, ce qu'on avait de spécifique dans la MRC d'Acton, c'est qu'on a 40 producteurs en circuit court. Ces gens-là, à travers l'information qu'on a eue d'eux, les circuits courts font que des fois, il y a des marges bénéficiaires assez élevées, mais un chiffre d'affaires un peu plus bas. Donc, on se ramasse dans un cadre dans lequel chaque scène de plus va permettre d'y arriver. Dans notre PDZA, ce qui avait été très, très nommé, c'est que la mise en marché directe était extrêmement importante. L'appui aux petits, aux circuits, tout ce qui va permettre de vendre était un enjeu principal d'augmenter, dans le fond, le revenu pour être capable d'assurer une survie, puis de le faire idéalement collectivement. L'enjeu collectif était extrêmement bien nommé chez nous. Donc, on parle beaucoup de mise en marché, on parle de développement. Nulle part, c'était écrit comme tel, on a besoin d'un abattoir pour faire ça. C'est que la logique était qu'on a besoin d'accroître nos revenus, puis puis ça, c'est avec des sondages. On a utilisé Morin Communication, entre autres, pour aller sonder nos gens et notre population et nos producteurs agro, histoire d'avoir un enjeu un peu plus précis sur comment agir. Puis, grosso modo, ce qui a été dit par nos agros, c'est que nous, on est déjà en vente de produits en vente directe avec notre clientèle qui cherche de haut de gamme, qui cherche de la diversité, des choses spécifiques, et puis que d'être capable d'ajouter une protéine animale, qui est pas dans la commodité, soit dit en passant, qui est dans le circuit court, serait incroyablement bon. Parce que ça permettrait d'augmenter les revenus. C'est déjà notre public cible. C'est quelque chose que notre ferme est probablement capable d'ajouter à sa production. Donc, ça a été la prémisse de base. Cependant,
L'autre élément qui a été vu, c'est que nous, quand j'ai dit qu'on a regardé au niveau collectif, on a travaillé avec Mascoutin et Rouville pour faire une étude avec le CISA. L'objectif de cette étude-là est de voir qu'est-ce qui était mutualisable, comment c'était mutualisable. Donc, on a fait le tour de nos fermes pour valider qu'est-ce qui était faisable. Donc, il y a des chantiers de travail qui ont été développés pour être capable d'avoir des outils collectifs. Parmi ceux-là, l'enjeu, dans le fond, a été relevé au niveau de la protéine animale encore, mais c'est un grand chantier, c'est comment on prend la bête, comment on avance dans ce dossier-là. Parallèlement, il y a une table en marge de la stratégie bioalimentaire qui a été mise en place au niveau montérégie pour que tous ceux qui avaient des PDZA puissent parler. Puis le même enjeu était nommé, ce qui fait que fallait lire en filigrane dans chacun des PDZA que on a un besoin d'augmenter les revenus par une production animale qui va être des pintades, qui va être des faisans, qui va être des n'importe quoi d'autres protéines, qui est pas ou des poulets qui sont pas à 1,5 kg carcasse, qui sont plus à 10 kg carcasse. Donc, des choses qui sont champ gauche par rapport à la commodité, donc, puis qui rejoint les clientèles cibles. Puis, ça a été nommé de différentes façons selon comment le PDZA, parce que le PDZA, c'est prendre le pouls de caisse que ton milieu veut, où ils veulent aller collectivement. Puis chacun le nomme d'une façon, sauf que le moyen pour y arriver semblait tous passer par cette partie-là. Donc, il est arrivé l'opportunité au niveau du PDTS, c'est un programme du MAPAC qui permettait de financer une étude. Puis, de ce côté-là, je dois nommer une chose, c'est que cette information-là, étant donné qu'elle était en filigrane puis qu'elle relevait beaucoup de chacun des territoires, il y a des gens qui ont fait la différence au niveau du MAPAC, puis je veux les nommer. Il y a Abdel Riba, il y a Sandra Dajna, puis il y a Julie Pivin. Parce que c'est eux autres qui ont fait l'interface entre je veux faire une étude sur un abattoir et le milieu a nommé ça, mais d'une façon, vu qu'il est en filigrane, il faut être capable de bien d'extraire l'information qui est née du milieu. Puis ils ont permis ça parce qu'autrement, on ne pourra pas financer quelque chose que le monde n'a pas besoin. Donc, toute cette interface-là a été importante. Fait que nous, notre objectif là-dedans, c'était d'être capable d'aligner puis de dire, bon, ben, advenant le cas où on veut avoir des protéines animales. S'ils vivent, il faut qu'ils meurent, donc pour être capable de les rendre disponibles. Donc, toute cette orchestration-là, dans le fond, c'est faite, puis on a cherché, puis c'est là que, dans le fond, que je vais passer essentiellement la parole à Fernande. Juste, par contre, au niveau du PowerPoint, il y a des étapes que vous allez voir là. Voilà. Dans le fond, je viens de nommer le contexte et les objectifs de l'étude, de comment ça va être apporté. Par la suite, le reste tombe beaucoup dans la cour à Fernande, qui, elle, avec des regroupements de spécialistes, ont été capables d'aller amener. Donc, vu qu'il y a un objectif qui est important, il faut parler de la méthodologie, des enjeux potentiels qui ont été mis de l'avant, donc l'évaluation de la localisation pour être capable de laisser en place des manières aux gens d'évaluer ces endroits-là. L'analyse du marché et de la demande, donc pour parler on parle beaucoup de quantité de séquences d'abattage, ces choses-là. Les coûts de construction, les approches techniques. Euh, la gouvernance, mode de propriété, parce que il y a quelques éléments qui font que ce projet-là est distinctif par rapport à ce qui a été présenté. Donc, il y a beaucoup d'éléments que la faisabilité, c'est parce que il y a une nouvelle façon de regarder la chose. L'évaluation de la rentabilité qui est numéro un, qui fait que pourquoi il n'y a pas de pérennité nécessairement. Puis les prochaines étapes éventuellement au niveau de la mobilisation puis la période de questions. J'ai vu savoir si le PowerPoint va être, oui, il va être diffusé, il va être disponible par la suite. Donc, on vient de faire le tour, grosso modo, au niveau de l'historique pour la MRC d'Acton. Je vous dirais que les grandes lignes qui ont été mises là au niveau du besoin de l'étude, par la suite, je vais passer la parole à Fernand. Fernande, faudrait allumer ton micro parce que là, on essaie de lire sur tes lèvres. Et ça peut aller très vite. Ça fait que ça peut être difficile à lire. D'abord,
Merci à tout le monde d'être là. Merci Geneviève de me rectifier comme ça. Et merci pour le mandat reçu par les trois MRC. Dans ce contexte-là, c'était vraiment très excitant de vous accompagner là-dedans. Ce que je vais faire aujourd'hui avec ce webinaire, c'est deux choses. La première, c'est, en fait, ça va se faire en parallèle. On va vous présenter les résultats de l'étude, mais on va aussi vous montrer comment est-ce qu'une démarche comme celle-là peut être appliquée à un projet sur votre territoire. Donc, l'étude a fait l'objet de 5. Est-ce que vous voyez en fait l'entièreté de mon écran? Tout va bien. Vous ne voyez Oui. pas avec les petites fenêtres là. Ça, c'est super. Alors voilà. Les 5 volets d'analyse complémentaires qu'on a vus, c'est, on a fait, nous, en fait, l'évaluation des localisations, la collecte de données sur le marché pour bien connaître l'offre et la demande. On a fait l'estimation des coûts de construction, l'analyse de la gouvernance, comme on en avait parlé, comme René l'a évoqué tout à l'heure, parce qu'on parle ici d'un abattoir public, donc un partenariat public-économie sociale. On a fait cette analyse-là et des projections financières avec une approche très prudente sur 5 ans. On a en annexe du rapport 2 devis techniques, celui de la CDRQ pour tout ce qui est analyse et gouvernance, la CDRQ étant la coopérative de développement régional du Québec, et un expert en environnement parce que la question environnementale est quand même prégnante dans un projet d'abattoir. Donc, ce qu'on a la première étape, en fait, qu'on a faite, c'est déjà, oui, le besoin avait été manifesté par des producteurs sur le terrain, mais quand on a ce besoin-là qui se fait manifester, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est regarder est-ce qu'on a vraiment le potentiel d'accueillir un abattoir sur notre territoire. Et il y a des considérations de 3 ordres quand on est à la recherche d'un lieu. D'abord, il y a les considérations de zonage, les considérations environnementales et les considérations techniques. Et il faut savoir qu'auprès de la CPTAQ et du ministère de l'Environnement, un abattoir est considéré comme une activité industrielle quand il s'agit d'offrir le service d'abattage. Donc, pour éviter d'aller en démarche soit de changement de zonage ou de démarche PPC-moi, qui est une démarche ni plus ni moins de dérogation au zonage, ou en démarche CPTAQ, tout ça, ça peut prendre quelques années. Donc, pour gagner du temps dans l'établissement d'un projet, on est mieux de choisir déjà un zonage qui correspond aux besoins. Et dans les zonages industriels, il faut savoir que au ministère de l'Environnement, on considère qu'un abattoir, c'est une activité avec un risque modéré. Et dans vos zonages industriels, il y a la possibilité d'avoir des zonages, si ce n'est pas écrit spécifiquement abattoir, ben d'avoir un zonage où on est en impact moyen à modéré, modéré à faible, c'est-à-dire, et ça serait acceptable de se référer à ça pour les activités d'abattage. Alors, dans les considérations environnementales, pour éviter d'aller en démarche de demande d'autorisation environnementale, qui elle aussi peut être plus ou moins longue suivant dans quelle direction régionale vous vous trouvez, et de la clarté aussi de ce que vous aurez mis en place et de si votre dossier est complet ou pas. Alors, on va essayer d'éviter certaines considérations environnementales qui compliquent l'analyse des dossiers, comme la proximité avec une zone inondable ou un milieu humide, si on est à moins de 100 mètres d'un milieu humide, si les sols sont contaminés, si on est trop proche aussi des habitations. Donc, l'idéal, c'est d'arriver à installer son projet pour entrer déjà dans une dynamique de limiter son impact environnemental, tant en matière de localisation que de conception du projet lui-même. Parce qu'en effet, en environnement, il y a des déclencheurs, des seuils déclencheurs qui nous oblige à aller en demande d'autorisation environnementale. Mais si on peut démontrer que notre projet va plutôt être d'un niveau de risque négligeable, comme on l'appelle dans l'analyse des risques au ministère de l'Environnement, mais à ce moment-là, on peut aller en non-assujettissement à l'obligation d'aller en démarche d'autorisation gouvernementale et ça ne peut nous faire gagner du temps sur la mise en place d'un projet. Donc, à la fois par la localisation et par la conception, si on essaie d'avoir un impact qui est minimal, on peut gagner du temps. Les considérations techniques autour de ça,
c'est que c'est important de trouver un lieu où on est déjà raccordé aux égouts et aux aqueducs municipaux. Pourquoi? Parce que si on doit recueillir ces eaux de procédé et les collecter dans des fosses scellées, par après, ces eaux de traitement, ces eaux-là, il faut les envoyer en traitement. Donc, il y a du transport et des frais de traitement et ça devient une grosse ponction et ça peut compromettre la rentabilité d'un établissement suivant si vous êtes proche ou loin de ces infrastructures de traitement. Donc, c'est vraiment une condition gagnante de pouvoir rejeter dans les égouts de la ville. Ça peut vous surprendre de savoir qu'on peut rejeter dans les égouts de la ville, mais il y a des conditions autour de ça et on va y arriver un peu plus loin. Le réseau électrique triphasé 600 volts est aussi un avantage parce qu'on a le choix de davantage d'équipements et que ces équipements-là sont plus faciles à entretenir et coûtent moins cher à opérer quand ils sont sur du 600 volts triphasé. Donc ça aide. Ce qui fait que quand on est à la recherche d'un lieu, d'avoir ces considérations-là en tête permet de gagner du temps et d'assurer aussi la pérennité des projets. Donc, on choisit un lieu, la voie de passage là, pour ça, c'est de choisir un lieu en zone industrielle au zonage déjà conforme, sans enjeu environnemental, desservi par le triphasé, raccordé aux services municipaux. Ça, c'est des conditions gagnantes. Et on conçoit un établissement dont les caractéristiques permettent de demeurer sous les seuils déclencheurs d'une autorisation ministérielle en environnement. Alors là, je vois qu'il y a des mains qui se lèvent. Je veux juste vous dire qu'on va prendre les questions à la fin, mais vous pouvez déjà écrire vos questions dans le chat. Alors, ce qu'on a fait concrètement quand on fait cette recherche de lieu, comment ça fonctionne? Je vous montre ici l'exemple de ce qui a été fait dans la MRC des Mascoutens. Quand on est arrivé, la MRC d'Acton avait en tête certains lieux qu'on a dû écarter parce que, entre autres, des terrains étaient à proximité d'infrastructures stratégiques pour la filière aviaire. On était trop proche de ça et on sait que en contexte de grippe aviaire, on peut pas avoir des acteurs stratégiques qui voient leurs opérations freinées parce que on a établi une zone de contrôle primaire autour d'un abattoir qui aurait reçu des animaux porteurs d'une maladie à déclaration obligatoire. Ce qui fait qu'on essaie de se tenir loin de des infrastructures comme celle-là. Donc, gardez ça en tête quand vous faites votre recherche. Et il y avait aussi la possibilité de récupérer un bâtiment de transformation alimentaire, mais dont l'ingrédient principal était un contaminant, un allergène à déclaration obligatoire. Et ça aurait obligé la décontamination du bâtiment. Donc, on voit qu'il peut y avoir parfois une opportunité, mais freinée par des considérations techniques comme celle-là. Quand on fait la recherche de lieu, la première chose à faire, je vous passe pas tout ça dans le détail, mais je vous explique comment est fait une fiche de repérage des zones prioritaires de recherche. On se fait une colonne avec toutes nos municipalités. On vient mettre quels sont les groupes d'usage qui se trouvent là, les classifications d'usage. Les aménagistes vont tous vous accompagner là-dedans. Vous n'avez pas besoin de tout retenir ça aujourd'hui. Mais ce que vous retenez, c'est ceci. Est-ce qu'il y a un usage spécifique abattoir, oui ou non? Dans quelle municipalité? Mais votre priorité de recherche d'un lieu, c'est là que ça se situe pour ne pas aller dans des changements de zonage. On vient voir dans ça, oui, mais le zonage spécifique abattoir se trouve dans quel périmètre urbain? Et là, on dit, OK, il faut chercher là en priorité. Est-ce que ça se trouve en zone agricole ou non? Et est-ce que cette municipalité a déjà un règlement qui permet de faire des démarches de PPC-moi, qui sont des démarches, la démarche dérogatoire dont je vous parlais tout à l'heure? Donc, ce travail-là est à faire à chaque fois que vous faites, que vous entamez une recherche sur votre territoire. Vous dites, OK, on a un besoin, est-ce qu'on a la possibilité de le mettre? C'est la deuxième étape. Une fois que vous avez repéré l'endroit, la localisation, vous allez, disons la municipalité, vous allez chercher une localisation, c'est important de garder en tête les différents déclencheurs d'environnement dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, vous savez, la proximité avec les milieux humides et tout ça, ça va faire partie de votre analyse. Les déclencheurs en matière d'environnement sont ceux-ci. En prélèvement d'eau potable, il faut que le débit maximum soit inférieur à 75 000 litres par jour en ponction et
que l'eau prélevée soit destinée à alimenter au plus 20 personnes. Donc, gardez en tête que si vous voulez mettre une boutique à côté de votre abattoir, bien, vous allez tomber automatiquement dans le plus de 20 personnes, même si vous avez, par exemple, 8 à 10 employés. Donc, parfois, d'avoir le lieu de vente ailleurs que directement sur l'abattoir, ça peut faciliter aussi l'étude de votre dossier au ministère de l'Environnement. En matière de rejet des eaux usées, donc, ce que je veux dire, c'est que ces éléments déclencheurs, si vous êtes sous 75 000 litres par jour et au plus 20 personnes, vous n'avez pas besoin d'aller en demande d'autorisation ministérielle sur ce point en particulier. En matière de rejet des eaux usées des aires de repos, donc la salle commune des employés et les toilettes, si vous avez à installer l'équivalent d'une fosse septique résidentielle et d'un champ d'épuration résidentiel, vous n'avez pas besoin d'aller en demande d'autorisation ministérielle, pardon. En matière de rejet des eaux usées de procédés, donc tous les planchers de production, si vous jetez dans une fosse de rétention préfab qui correspond aux normes BNQ, qui est une fosse scellée qui sert à transporter ensuite, juste à récolter l'eau, puis ensuite on transporte vers ailleurs, vous n'avez pas besoin d'aller en demande d'autorisation ministérielle parce que votre impact environnemental, il est nul. Le site qui va accueillir vos eaux usées a déjà, lui, ça fait sa demande d'autorisation ministérielle et il va vérifier s'il peut accueillir vos eaux usées en volume et en charge et vous mettre sur son propre certificat environnemental. En matière de rejet des eaux usées de procédés dans les égouts municipaux, ce dont je vous parlais tout à l'heure, tout établissement dont le seul rejet, c'est les eaux usées inférieures à 10 mètres cubes par jour, ont le droit de rejeter dans les égouts municipaux, dans la mesure où la municipalité accepte et est capable d'accueillir les eaux en volume et en charge pour un traitement dans ses propres installations. Donc, un non-assujettissement à une demande d'autorisation ministérielle ne vous dispense pas d'aller chercher les autorisations au niveau municipal. En matière de rejet atmosphérique, si vous installez un système de filtration des airs qui est destiné à faire cesser ou diminuer le rejet de contaminants dans l'atmosphère, vous n'avez pas besoin d'aller en demande d'autorisation pour installer un tel équipement ou exploiter un tel équipement. Si vous pouvez démontrer que votre seul rejet atmosphérique, c'est l'air ambiant et qu'il n'y a pas de contaminants, ben, vous n'avez pas à aller chercher une demande d'autorisation pour ça. Ça, ce sont vos déclencheurs d'une demande d'autorisation ministérielle. D'accord? Et je vais vous montrer qu'est-ce qu'on a fait, nous, de notre côté. Dans le processus, ça arrive un peu tôt, là, dans votre processus à vous, d'aller chercher un avis de non-assujettissement, mais je vous le présente ici parce que là, on est sur la question de l'environnement. Dans votre processus, à un moment donné, vous irez vous chercher un avis de non-assujettissement, ce qui ne veut pas dire que vous pouvez pas avoir en tête, vous devez en fait avoir en tête les considérations environnementales dès le début du projet et dès que vous avez assez d'informations accumulées, d'aller vous chercher des préavis auprès de votre direction régionale. Entrez-les très tôt dans le processus pour être capable d'évaluer si vous aurez ou pas à aller en demande d'autorisation gouvernementale. Donc, ce que nous, on est allé chercher une fois qu'on avait réussi à concevoir, on avait fait notre étude de marché, on savait quel volume, combien de jours par année, quelle cadence par jour, on avait choisi les équipements, on savait donc la consommation d'eau et tout ça. On est allé chercher, on a récolté toute cette info et on est allé chercher un avis de non-assujettissement pour un projet d'abattoir tel que conçu, installé sur ce territoire auprès de la direction régionale de l'environnement en Montérégie. Donc, ce que ça dit, en gros, c'est la capacité maximale de 700 volailles par jour, 65 jours par année, tout ça. Là, n'allez pas croire que du moment que vous faites un abattoir qui fait 700 volailles par jour, vous êtes dispensé d'aller chercher une autorisation ministérielle. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de comment les choses sont faites, quels équipements sont utilisés, est-ce que vous faites du transport des viscères à sec ou avec de l'eau?
ça change votre consommation en eau, en ponction et en rejet. Donc, vous voyez que à nombre de têtes égales, on peut pas comparer les rejets de la même façon. Donc, vous devez faire une évaluation assez nette, connaître vos chiffres et aller chercher ou non un avis de non-assujettissement. Être assujetti à cette démarche, c'est pas non plus un drame. Parfois, ça peut être relativement simple si vous connaissez bien vos impacts, que vous êtes capable de chiffrer correctement vos choses. D'avoir un avis de non-assujettissement pour démarrer les opérations en sachant que la première année, votre impact il va être très minime parce que vous allez être en rodage, les cadences vont être très limitées. Vous ne ferez pas beaucoup de jours par année, donc vous allez avoir à peu près l'impact équivalent d'une boucherie de moyenne taille, là. Donc, c'est possible pendant cette année de rodage de faire et c'est important de le faire, d'aller vraiment chercher le maximum d'informations concrètes sur votre procédé. Donc, vous mesurez votre ponction en eau, vous mesurez vos rejets en eau, volume et charge, vous mesurez la qualité de l'air, vous mesurez votre impact pour être capable de définir si vous êtes assujetti ou non à cette démarche ministérielle, d'autorisation ministérielle, le jour où vous passerez en pleine cadence. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, on a aussi dans l'évaluation des lieux, là, je vous partage un outil de travail qui n'est pas en annexe du rapport, mais que, on pourra trouver une façon de vous le partager ultérieurement. Et vous n'êtes pas obligé d'utiliser cet outil-là. Mais ce que je vous explique, c'est la nécessité de comparer les sites les uns avec les autres. Donc, moi, je travaille avec des grilles d'évaluation qui comportent plein de critères quand il s'agit d'une localisation, d'un terrain, et plein de critères quand il s'agit d'un bâtiment. Donc, chaque colonne correspond à un lieu. On vient rentrer les informations relatives, par exemple, est-ce qu'on est raccordé aux égouts, est-ce qu'il y a le triphasé, vous savez, l'ensemble des détails qui permettent de savoir si on est dans des conditions gagnantes ou pas. Si c'est une condition qui est qualifiante, on la met en vert, point de vigilance jusqu'à rouge, qui est vraiment un empêchement à aller de l'avant avec ce site-là. Et ça vous permettra à la fois de bien documenter, de garder le cap sur ce dont vous avez besoin, de répondre aux questions rapidement, facilement quand on vous dit pourquoi tu n'as pas voulu aller à tel endroit. Et si jamais il y a une passation de pouvoir parce que le principal porteur de projet quitte et remplacé par quelqu'un d'autre, ça assure de la continuité. Donc ça, c'est la grille que moi j'utilise pour les localisations et pour les bâtiments, c'est un peu la même chose. Au niveau de l'observation qu'on fait sur le terrain avec le bâtiment, ça n'est pas une évaluation comme le ferait un inspecteur en bâtiment, mais c'est plutôt une évaluation sur le potentiel de ce bâtiment-là à être transformé en abattoir. On a aussi à faire donc l'analyse de la demande, parce que même si des gens ont manifesté le besoin d'avoir un abattoir, pour autant, ça n'est pas chiffré. Alors, on a besoin de le chiffrer et de déterminer quel est le territoire qui sera couvert par cette infrastructure, et ça ne tient pas compte, jamais, des découpages administratifs. C'est que les producteurs vont pas aller s'en tenir, moi j'ai un abattoir en Estrie, donc je vais forcément aller en Estrie. Ils vont aller là où il le faut. Et dans cette analyse-là, nous, on avait fait en fait un sondage. On avait 3 sources de données. On a demandé aux EVQ de nous fournir les données de vente de poussins par MRC. On avait consulté les 5 couvoirs du Québec pour connaître les volumes vendus sur les territoires des 21 MRC d'intérêt. Je vais vous dire comment on est arrivé à 21 MRC. Et on a fait un sondage téléphonique auprès de 53 producteurs agricoles des 3 MRC principales, donc Acton, Mascoutin, Rouville. Et ces producteurs-là ont été invités
par l'UPA à participer à notre sondage. Il y en a 53, pardon, qui sont revenus pour répondre, mais 37 réponses ont été compilées et analysées parce que les autres qui ont été mis de côté, c'était par exemple des producteurs de grandes cultures ou des réponses incomplètes dont on ne pouvait pas tirer d'informations probantes. Sur la base des réponses des répondants, on a vu on leur posait la question où êtes-vous situé, puis où faites-vous abattre? Donc, on voyait qu'ils étaient disposés à faire jusqu'à 250 kilomètres, plus ou moins. Donc, on a fait comme une moyenne de 150 kilomètres parce que les gens de notre territoire et la réponse pourrait être différente sur votre territoire à vous. Peut-être que ils seraient disposés à faire de plus grandes distances parce qu'ils n'ont pas le choix. Donc, il y a cette adéquation à faire quand on évalue son territoire d'intérêt avec les distances que les producteurs sont prêts à parcourir, mais aussi un respect de certaines barrières psychologiques qui empêchent les gens d'aller plus d'un côté ou de l'autre. Comme par exemple, traverser le fleuve peut être habituellement, en fait, dans le sud, de ce côté-ci du fleuve, on essaie de pas traverser le fleuve avec des animaux vivants sur des ponts et tout ça. De la même façon, ça se limite pas mal du côté du Richelieu. Bon, la frontière américaine, il faut la respecter. Et quand on vient placer le curseur sur les Mascoutins, qui était la Détroit MRC, celle qui avait fait sa démarche de recherche de lieux de façon plus avancée, ben on se retrouve. Je suis désolée, je reviens ici. On se retrouve avec la bordure extérieure qui est là. C'est la bordure extérieure du 150 km autour des Mascoutins. Sur ce territoire-là. Ce qu'on a obtenu comme information, il y avait une grande disparité entre les données qu'on obtenait des éleveurs de volailles et des couvoirs et quand on comparait, on triangulait avec les données des répondants au sondage, ben on s'est rendu compte que les données des couvoirs étaient plus près de ce qu'on connaissait du terrain. Cela dit, pour réduire l'écart entre les deux extrêmes, on est venu enlever 27% de ce qu'on avait comme données de la part des couvoirs pour arrondir à 100 000 volailles, 100 000 poulets uniquement. On n'a pas analysé les autres types de volailles, on s'en tient uniquement aux données qui étaient plus facilement accessibles. Les lapins, on avait des répondants sur seulement les 3 MRC. Pourquoi on n'a pas fait l'étude sur les 21 MRC? C'est qu'on sait pourtant qu'il y a des producteurs de lapins sur les 21 MRC. Donc, dans nos projections, retenez qu'il y a de la marge tant en lapin que dans les autres types de volailles. Et on le fait uniquement sur les 3 MRC par, honnêtement, juste facilité et manque de moyens dans le cadre de cette étude-là. Et il faut savoir que le plan conjoint qui régit les lapins fait en sorte que certains d'entre eux n'ont pas la latitude de choisir l'abattoir. L'abattoir est choisi par l'acheteur à la fin. Donc, il aurait fallu, ça aurait été plus compliqué de parler finalement avec les acheteurs pour connaître leurs intentions et le pourquoi ils utiliseraient une chose plutôt qu'une autre. Donc, les volumes qu'on a estimés sont ceux de 2025 et qu'on a retenus pour émettre notre hypothèse de base. C'est 100 000 poulets sur les 21 MRC et 10 000 lapins sur 3 MRC, en gardant en tête qu'il y a de la marge. Donc, après avoir fait l'étude de la demande basée sur notre biorégion, donc sans égard au découpage administratif, parce que vous aurez remarqué que ça entre sur 2 régions administratives, l'Estrie et la Montérégie. On doit maintenant couvrir l'offre en service d'abattage. La démarche a été celle-ci. On a pris les détenteurs de licences au fédéral et au provincial pour volailles et lapins. On les a répartis sur une carte selon le niveau d'inspection. En rouge, le fédéral, en bleu, le type A, donc avec inspection permanente qui permet la revente. En type B, ce qu'on appelle les abattoirs de proximité, par défaut de langage, les mal nommés, qu'on appellera plutôt les types B sans possibilité de revente au moment où on se parle. On sait que la réglementation est appelée à changer, mais il s'agit d'une photo au 13 février 2026. Je fais une courte parenthèse sur ce nom de permis d'abattoir de
proximité, il réfère en fait au provincial type B sans inspection. Dans un monde idéal, Jean du MAPAC qui est à l'écoute, essayez d'utiliser moins l'appellation abattoir de proximité qu'abattoir régional quand on parle d'installer un abattoir quelque part. Parce que quand les gens disent « nous voulons un abattoir de proximité », ils ne réfèrent pas à un niveau d'inspection autant qu'à une distance géographique. Ils veulent avoir un abattoir proche. Alors, pour ne pas avoir de confusion quand on se parle, bon, déjà minimalement aujourd'hui, mais par après, peut-être dans l'avenir, je vous conseillerais de le faire. Nous, aujourd'hui, on va référer aux abattoirs de type A et type B. La démarche a été celle-ci. On a cartographié, puis on a pris le téléphone et on a appelé chacun d'eux pour leur demander s'ils allaient ou non offrir le service d'abattage à forfait en 2026. Chaque fois que quelqu'un répondait non, on l'enlevait de la carte. Ce qui reste là, c'est donc l'offre d'abattage à forfait en 2026, photo du 13 février, et déjà là-dessus, il y a des changements. Il y a au moins un établissement qui n'est plus en activité, et il y en a d'autres qui s'apprêtent à l'entrer. Donc, cette évaluation de la cartographie des services, vous devrez l'actualiser tout le temps et rester en veille de ce qui se passe sur le terrain. Là, on a des gens de partout au Québec qui nous écoutent. Si vous ne voyez pas votre région là-dessus, c'est normal, c'est que il n'y a pas d'abattoir dans votre coin. Et qu'il n'y ait pas d'abattoir dans votre coin, ça, c'est pas normal. Dans un monde idéal, ce que je voudrais de mes rêves les plus fous, c'est que si on refait la même cartographie dans une dizaine d'années, on assisterait à une décentralisation, à une déconcentration des activités sur un territoire et dans des infrastructures qui jouent le rôle un peu d'aspirateur central de l'entièreté de la demande en abattage au Québec pour avoir plutôt une multitude de plus petites infrastructures qui sont en adéquation avec leur réalité territoriale. Donc, pas des abattoirs qui sont dans une dynamique de croissance absolue et d'aller chercher tout le marché, mais plutôt dans une dynamique de bien desservir leur territoire. Une fois que ça c'est nommé, ce qu'on peut comprendre de cette carte, c'est que il y a je vais changer ceci. On a 5 abattoirs sous inspection permanente qui offrent l'abattage à forfait pour la volaille et ou le lapin en 2026. Ceux qui n'offrent pas la volaille, on en a 7 en volaille, qui n'offrent pas la revente, pardon, c'est 7 en volaille et 3 en lapin. Si on fait un récapitulatif du besoin, c'est qu'on voit qu'on a 100 000 poulets, 10 000 lapins, et quand on a posé la question de sondage aux gens, leur demandant « seriez-vous intéressés par un abattoir régional », on a 34 sur 37 des répondants qui ont répondu « oui ». La question suivante était celle-ci. À quelles conditions seriez-vous intéressé à utiliser un abattoir régional? Donc, il y a 30 répondants sur les 37 qui ont nommé leurs conditions et ça allait comme suit. Service de découpe de base, possibilité de vendre à des particuliers, des commerces. Donc, on voit que c'est important pour 18 répondants. Sur les 30 qui ont répondu, service de transformation. Le prix doit être égal ou inférieur à ce que je paie déjà en abattoir. C'était vrai pour 5 répondants. Et le prix peut être plus cher si ça m'épargne le transport. C'était vrai pour 8 répondants. Concernant ces 2 dernières catégories de répondants, nous, dans l'analyse du profil, on a pris les gens qui, quand ils nommaient en fait quand on leur demandait où habitez-vous et où faites-vous abattre, quand ils répondaient le prix doit être égal ou inférieur, on allait calculer le nombre de kilomètres qui les séparaient de leur abattoir. Pareil, quand ils disaient si ça m'épargne le transport, on allait calculer et on a classifié la chose. Ce qu'on peut voir, c'est que ceux qui ont répondu, le prix doit être égal ou moins cher à ce que je paie déjà, se situaient entre 40 à 70 km de leur abattoir actuel. Et ceux qui disaient je peux payer plus cher si ça m'évite le transport étaient situés entre 80 à 250 km de leur abattoir. Ce qu'il faut comprendre, c'est quand on va à l'abattoir, on va porter, on revient,
on va chercher la viande, on revient. Ça fait 4 trajets. Ce qui veut dire que ceux qui disaient le prix doit être égal ou inférieur étaient appelés à parcourir 160 à 280 km par abattage, tandis que ceux qui disaient le prix peut être plus cher étaient appelés à parcourir 320 à 1000 km par abattage. Donc, on peut comprendre que quand on fixe le prix qu'on va demander pour l'abattage des volailles, on ne peut pas dire on va y aller uniquement par l'analyse du prix de la compétition et aller au plus bas prix possible ou se fier uniquement au très fort niveau de dépendance des producteurs envers leur infrastructure parce que la prochaine solution est encore plus loin. Il faut arriver à créer un équilibre entre les deux. Quand pour notre territoire, et il pourrait en être différent pour le vôtre, le curseur qui fait pencher la bascule entre le prix semble se situer entre 70 à 80 km de distance. C'est là où ça peut basculer d'un côté ou d'un autre en matière de prix. Parmi les autres conditions pour l'utilisation d'un abattoir régional, il y avait des choses très intéressantes comme la possibilité de pouvoir y abattre ces animaux soi-même ou participer aux activités d'abattage, de découpe, d'emballage ou de transformation. C'était vrai sur 4 des 30 répondants. Donc, on peut voir que c'est pas une majorité, mais c'est quand même un bassin assez intéressant à aller explorer pour contrer les éventuels problèmes de main-d'œuvre. Pour 2 des répondants, c'était important d'avoir l'abattage halal ou kasher et un répondant désirait avoir la certification bio. Je passe maintenant on nous a demandé d'ajouter cette question au sondage. Êtes-vous intéressé par l'abattage à la ferme et sous quelles conditions êtes-vous intéressé par l'abattage à la ferme? C'était dans le but de connaître l'impact de l'abattage à la ferme sur les projections financières. Donc, 50% des répondants ont déclaré être intéressés par l'abattage à la ferme. Quand on leur posait la question, quelles sont les conditions pour que vous soyez intéressés à utiliser l'abattage à la ferme, il y a 13 répondants sur les 37 qui se sont prononcés. Donc, il faut analyser ça avec délicatesse. Certains ont dit seulement pour les animaux fragilisés. On avait 4 répondants. Possibilité de vendre à des particuliers et des commerces, c'était respectivement 2 et 8 répondants. Si un abattoir mobile se déplace à la ferme, et ça c'était vrai pour 5 répondants, dont 1 qui vend aux particuliers et 4 qui vendent aux commerces. Donc l'abattage à la ferme, dans leur tête, ça voulait pas forcément dire avoir mon abattoir, mais que l'abattage se passe sur ma ferme, qui est une approche différente. Assurez-vous de clarifier ces questions-là quand quelqu'un vous parle ou d'abattage à la ferme ou d'abattoir mobile. C'est vraiment important de connaître les nuances dans tout ça. Le coût doit être égal ou inférieur à ce que je paie déjà en abattoir. C'était vrai pour 2 répondants et il y en a un répondant qui a nommé une préoccupation pour avoir une qualité équivalente à ce qu'il trouvait en abattoir. Donc, quand on enlève les critères disqualifiants au niveau des conditions, par exemple, ceux qui ont répondu pour les animaux fragilisés seulement, bien évidemment, ils n'ont pas le potentiel d'intégrer l'abattage à la ferme à leur modèle d'affaires. Donc, on les enlevait et ça nous donnait 5 répondants sur 37 qui avaient le véritable potentiel d'intégrer l'abattage à la ferme à leur modèle d'affaires. Quand on va voir au niveau de l'analyse des profils, 100% des répondants qui sont intéressés par l'abattage à la ferme l'étaient aussi par un abattoir régional. À l'opposé, aucun répondant intéressé par l'abattage à la ferme l'était par l'abattage à la ferme uniquement. Ce qui nous permettait de dire que l'impact appréhendé sur le chiffre d'affaires d'un éventuel abattoir régional serait marginal. On ne l'a donc pas considéré dans l'analyse. Photo au 13 février, je vous le rappelle. Il faut faire une mise à jour des projections en fonction de l'évolution du cadre réglementaire et de la réaction aussi des acteurs du milieu à ces changements-là. Alors, au niveau du coût de construction puis de l'approche technique, on entre dans cette belle section.
Le choix du niveau d'inspection, on voit par la réponse des personnes sondées que c'était important de faire la revente à des particuliers et à des commerces. Ça voulait donc dire d'avoir un abattoir de type A. De ce qu'on connaissait des règlements en matière de construction, on savait que au fédéral, les normes de construction sont plus souples depuis l'adoption et la mise en œuvre du nouveau règlement sur la salubrité des aliments au Canada, le RSAC. Parce qu'il y a dans le RSAC, les exigences ne sont pas prescriptives. On n'est pas sur les moyens, on est sur les résultats. Donc, l'opérateur a une très grande liberté dans le choix des moyens du moment qu'il atteint les résultats. Et le résultat voulu, c'est la salubrité des aliments. Cette grande liberté-là, fait en sorte que c'est moins coûteux de construire sous inspection fédérale que sous inspection provinciale dans un abattoir de volaille, entre autres à cause des normes plus prescriptives qui existent encore au provincial et qui exigent, par exemple, dans un abattoir de volaille, d'avoir des plafonds à 13 pieds de haut, alors qu'au fédéral, à 9 pieds de haut, c'est correct. La différence entre les deux, c'est que c'est quand même 40% plus d'espace de mur à construire, entretenir, inspecter, nettoyer et du volume cubique d'air, davantage de volume cubique d'air à traiter et à filtrer. Donc, ça fait une construction plus coûteuse sous les normes provinciales que sous les normes fédérales, mais l'avantage du provincial en matière d'inspection, quand on a une inspection de type A, c'est que c'est moins onéreux au provincial qu'au fédéral, puisque au fédéral, il faut que l'opérateur paye pour toutes les analyses, alors que c'est le MAPAC qui les fait au provincial. Et quand on est au fédéral, on doit payer une contribution. On ne paye pas l'entièreté des honoraires, mais on paye une contribution pour les honoraires d'inspecteurs et inspecteurs vétérinaires, tandis que les services sont assurés par le MAPAC. Donc, le meilleur des deux mondes, ça serait de construire sous les normes fédérales et d'opérer sous les normes provinciales. Pour s'assurer que ce soit possible d'aller vers ce meilleur des deux mondes, on a fait, là vous pouvez pas lire, c'est pas grave, on a fait une comparaison, il y a 8 pages en annexe du rapport d'un tableau comme celui-là, qui est comparatif des réglementations provinciales et fédérales. Donc on a l'exigence du MAPAC d'un côté et la référence en fait du MAPAC et la description de l'exigence, la référence à la CIA et la description de l'exigence. La question posée au bureau des permis du MAPAC qui ont été super gentils. Je ne sais pas si vous êtes à l'écoute, mais merci d'avoir accepté de faire ce travail fastidieux sur 8 pages et ils ont répondu à chacune de nos questions, tant en matière d'exigences de construction que d'exigences relatives spécifiques à la volaille et le lapin. Donc, en gros, ce que ça dit, c'est que oui, on peut construire sous les normes fédérales et opérer sous les normes provinciales. Sur la base de ces réponses, nous avons conçu un plan de bâtiment qui va comme suit. C'est un bâtiment d'à peu près un peu moins de 4000 pieds carrés qui permet d'abattre 700 animaux par jour. Notre hypothèse de base étant, vous saviez, vous retenez qu'on avait 100 000 poulets, pardon, et on s'était dit, bon, on est capable d'aller chercher dans le désert de service dans lequel on se trouve, vous vous rappelez la carte, on est capable, on croit, de capturer de façon prudente 35% du marché. Et le 10 000 lapins, on est capable d'aller chercher 100% de ça parce que ça reposait sur un très petit nombre de répondants. Donc, on pense qu'à terme, on est capable d'aller chercher les 10 000 lapins. 700 animaux par jour, opération 65 jours par année sous inspection provinciale. Un bâtiment comme celui-là respecte déjà les normes en matière fédérale, donc la transition vers une inspection fédérale serait tout à fait envisageable. Et je vous explique rapidement comment fonctionne ce bâtiment, juste après une petite gorgée d'eau. Merci. Alors,
On a un bâtiment en panneaux de chambre froide sur structure d'acier si jamais on construit à l'extérieur et si jamais on aménage dans un bâtiment à air ouverte, on vient aménager les chambres froides, ben c'est aussi un mode de construction. Donc ça, c'est les deux modes de construction qu'on a fait évaluer, dont on a fait évaluer les coûts de construction. Le troisième mode qu'on a évalué ne correspond pas à ce plan de plancher et c'est vraiment les modules préfabriqués et on ne peut pas faire le tour de l'entièreté des possibilités de plan de plancher. Ce plan de plancher-là peut être utilisé comme tel, mais il devra de toute façon être adapté à la forme du terrain. Si votre terrain manque de profondeur, ben il va falloir aller plus en longueur et tout ça. Donc, ça dépend vraiment de votre localisation. Donc, il faut retenir que tout ça, ça permet de faire d'avancer dans le montage du projet, mais ça n'est pas un plan qui va en construction. Ce que vous ne voyez pas là-dessus, c'est que le plafond a été mis à 9 pieds de haut, tel que permis par le RSAC et confirmé finalement par le bureau des permis du MAPAC. Alors, un bâtiment comme celui-là fonctionne comme suit. On va faire les schémas de circulation qui sont là. Les animaux entrent dans des cageots dans la réception du vivant. Les cageots sont transférés dans la mise à mort. On travaille avec des cônes de contention, étourdissement avec marteau pneumatique. C'est transféré à l'échaudeuse, ensuite à la plumeuse, rinçage, finition, on transfère sur chaîne, rinçage, douche à travers le mur, on arrive au poste d'éviscération, l'inspection, le poste d'inspection est ici, l'inspection hors chaîne est derrière, on est ensuite à l'aspiration des poumons, rinçage final et on n'a pas prévu à ce stade-ci, dans la première année d'opération du moins, la récupération des abats, mais la préparation des abats pourrait se faire ici plus tard au fur et à mesure que la machine se rôde. Puis, rinçage final, transfert sur les chariots de refroidissement, transférés en salle de refroidissement, qui vont ensuite dans la salle de découpe et d'emballage. Le produit fini, pesé et tout ça va dans la salle de congélation ou de réfrigération, le cas échéant, pour être ensuite transféré vers le sas d'expédition quand c'est retourné au client. Le deuxième schéma de circulation qui est le plus simple, c'est celui des produits chimiques. Ça arrive directement dans la salle mécanique électrique et on a un compartiment dans lequel on vient mettre nos produits chimiques et c'est là qu'est le poste de distribution et de dilution des produits chimiques qui sont distribués partout dans le bâtiment par des tuyaux pour rejoindre les différentes stations de lavage là où on voit qu'il y a des hausses. Ensuite, on a le produit d'emballage qui arrive par la porte principale se rend à l'entrepôt sec pour être utilisé dans la salle de découpe et emballage, puis le cheminement du non comestible. Alors, il y a deux cheminements de non comestibles différents parce que ça arrive en fait à deux temps différents dans la journée. Pendant les opérations, ce qui est généré en éviscération traverse à la plumaison, traverse ensuite à la mise à mort, s'en vient ici et est transféré dans le réfrigérateur de non comestibles. Donc, tout est réfrigéré au fur et à mesure. Pareil pour la plumaison, suit le même chemin. La mise à mort, les seaux qui récoltent le sang sont transférés directement dans les bacs qui sont ici. En fin de journée, les non comestibles qui sont générés par la salle de découpe sont mis dans des sacs fermés, transférés à travers la plonge, à travers cette salle-ci pour les chariots. On fait le même cheminement finalement jusqu'au réfrigérateur. Les cajots, une fois qu'ils ont été lavés, qui ont été vidés, sont lavés dans le nettoyage des cajots vides ici et sortis du bâtiment. Pour ce qui est des chariots de refroidissement, une fois qu'ils ont été vidés, ils sont transférés à la plonge pour être lavés, entreposés dans la salle d'entrepôt des chariots propres pour être ensuite acheminés dans la salle d'éviscération pour être réutilisés, remplis, et on voit que c'est une circulation comme ça pour les chariots propres.
Le seul schéma de circulation que vous n'avez pas là-dessus, c'est celui des employés. Ici, on a donc le bureau et laboratoire du gestionnaire d'établissement. Quand les employés arrivent, ils ont une série de casiers juste ici pour mettre leurs effets personnels. Puis ensuite, on fonctionne avec des SAS. Donc, ce qu'on a, c'est un SAS pour chaque type d'employé, donc et chaque niveau de propreté. On a un SAS pour donc un SAS qui va pour la salle d'emballage et de découpe, un SAS pour l'éviscération et rinçage, un SAS pour à la fois plus maison et mise à mort. Et quand les employés entrent, ben ils viennent, ils mettent leurs vêtements, ils vont faire leur travail. Quand ils sortent, ils laissent leurs vêtements. Donc, il n'y a pas une contamination croisée qui se passe dans les aires communes. On voit ici donc les toilettes, laveuses sécheuses pour les sarraux et le bureau de l'inspecteur. Donc, ce cheminement-là est pensé pour respecter les différentes normes d'inspection. En matière de pression positive et négative pour l'air, on a des pressions positives et négatives qui vont, donc l'air va du moins contaminé vers le plus contaminé pour éviter une contamination du produit. Et dans les drains, c'est exactement le même cheminement. Il y a une pente de drain. Les planchers ont des pentes à 2 degrés. Je vous conseille pas le 1 degré, ça fait des points morts, c'est insuffisant. Pareil pour les drains. Alors, vous faites une inclinaison du moins propre du plus propre, c'est-à-dire vers le moins propre pour une évacuation des eaux. Et vous devez avoir 2 systèmes de drains distincts pour les eaux de production et les eaux d'air commune. Cette conception-là a été validée par des experts dans chacun des domaines, là, l'électricité, la ventilation, la plomberie et la construction. Tout le monde est passé par là-dessus pour valider la conception de la chose. Et évidemment, des experts en salubrité des aliments pour valider que ça correspond aux normes d'inspection. Dans les 3 approches de construction, je vous ai parlé de l'aménagement d'une aire ouverte pour y installer ces chambres froides-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que des panneaux de chambre froide, quand on les utilise en plafond, ils n'ont pas de force structurelle suffisante pour accueillir le poids de la neige. Donc, si vous êtes en extérieur, vous allez devoir avoir un bâtiment avec une structure d'acier et un toit par-dessus vos chambres froides, ce qui explique un certain coût de projet. L'aménagement d'exactement le même bâtiment dans une aire ouverte n'a pas besoin de structure d'acier pour la raison suivante. Aucune des salles qui a été conçue ici n'a de distance supérieure à 12 pieds, qui est la capacité de portance maximale d'un panneau de façon autonome avant d'avoir à mettre des piliers. Dans ce cas-ci, ce qui tient lieu de piliers, c'est les murs de division et tout ça a été validé par le fabricant des panneaux. Combien ça coûte tout ça? Alors, selon les 3 approches, ça va comme suit. Le premier bâtiment, conventionnel avec la structure d'acier, comme si on construisait dehors. Le bâtiment lui-même, il est entre 500 à 657 000, suivant à qui on parle. Et rappelez-vous, c'est une photo en février et je vais dire de façon presque agaçante dans le rapport que vous devez réévaluer les coûts selon la réalité du moment. L'aménagement d'un espace existant dans une aire ouverte va varier de 300, en gros, à 377 000. Mécanique électrique ne change pas. On est entre 4,53 et 4,80. C'est la même mécanique, la même électrique. Pareil pour les équipements de production qui sont les mêmes. Au niveau des équipements de production, tout est électrique, rien au gaz. C'est un choix. On a des équipements qui viennent de l'Europe. Donc, ça inclut dans les équipements de production le transport, le dédouanement et tout ça. Ça fait donc des projets de dimensions différentes selon qu'on fait un bâtiment conventionnel ou l'aménagement d'un espace existant. Dans le conventionnel, on va être dans un projet entre 1 177 000 à 1 362 000. Et dans un espace existant, ben, c'est de 983 à 1 082 000. Ça vous donne un ordre de grandeur et évidemment, réévaluation à faire.
Dans les modules préfabriqués, on est passé très rapidement dans le rapport et on passera encore très rapidement ici parce qu'il y a énormément de variabilité suivant les pays, les constructeurs et les options. Donc, ça fait un projet. On a fait sortir encore une fois des soumissions de différents fournisseurs. On a évalué différentes solutions et c'est un projet qui va varier énormément entre 775 000 à 3 millions. Pour un ensemble complet sur mesure qui inclut l'équipement. Cela dit, ça n'est pas livré, pas installé, il n'y a pas de préparation de terrain qui est faite. Du côté de l'approche 1 et 2, ben, ça exclut les études préliminaires, les plans d'ingénieur, la préparation de terrain, le raccordement, les permis, les contingences. Dans les deux cas, les contingences et les permis sont exclus. Donc, ce qu'on voit, c'est que c'est des projets. Si on partage la facture entre plusieurs MRC, ça demeure quand même tout à fait abordable pour assurer le service et desservir assez grand. Quand vous voyez qu'un abattoir comme celui-là serait capable de desservir fort probablement un rayon de peut-être 150 km autour, ben ça vaut quand même la peine de parler aux MRC voisines pour voir si ce même besoin a été nommé et d'en faire des partenaires plutôt que d'essayer de chacun de son côté de partir son projet et de le financer seul. Alors, la voie de passage, c'est vraiment de construire selon les normes fédérales et d'opérer sous l'inspection provinciale parce qu'on a un meilleur rapport coût-flexibilité. Et dans ces trois approches-là, je peux pas vous dire ça serait mieux que vous alliez vers un module ou vers une aire ouverte parce que ça dépend vraiment de ce qui est en place chez vous. Vous pourriez prendre, par exemple, un module d'abattage seul qui va être aux alentours de 200 000 non livrés, non installés. Et si vous avez déjà des chambres froides disponibles, ben vous le branchez dessus et ça vous fait un projet moins coûteux que si vous avez besoin de l'ensemble complet sur mesure. Donc, c'est très difficile de venir dire oui, ça serait davantage cette approche-là ou cette approche-là. Ça doit être adapté à chacun. Ensuite, en matière de gouvernance et mode de propriété, je vous parle de ça avant de vous parler de la rentabilité parce que le mode de gouvernance et de propriété va avoir un impact majeur sur la rentabilité des opérations. Alors, ce qu'on recommande comme modèle, c'est d'avoir un abattoir public qui est possédé donc par la MRC, qui fait un bail commercial avec une structure juridique autre qui serait soit une société par action, mais nous, ce qu'on préconiserait, c'est un modèle d'économie sociale, soit une coopérative ou un OBNL. Et eux sont gestionnaires et opérateurs de cette infrastructure qui appartient au territoire. Et leur relation peut être traitée soit par un bail commercial ou un bail amphithéotique. L'analyse de ces relations-là, contractuelles et tout, est en annexe de notre rapport avec le rapport de la CDRQ. Donc, pourquoi on préconise un modèle comme celui-là, c'est qu'en dissociant la propriété de l'usage, puis en faisant un partenariat public-économie sociale, on vient sécuriser des actifs stratégiques et éviter d'aller en démantèlement si jamais il y a des complications du côté de l'opérateur et qu'il n'est plus en mesure d'opérer, mais on peut le remplacer par un autre opérateur. Et il y a une reprise de service beaucoup plus rapide et on ne va plus en démantèlement. Donc, une fois qu'un abattoir est démantelé, c'est assez difficile d'imaginer en reconstruire un au même endroit. Donc, ça peut mener à des déserts de service, tandis qu'une infrastructure qui est bien adaptée à son territoire et qui appartient au territoire, ben c'est vraiment une qualification à la résilience, appelons ça comme ça. Donc, le but, c'est vraiment d'obtenir une autonomie et une sécurité alimentaire régionale. Donc, forcément, tes infrastructures stratégiques pour l'atteinte de cet objectif-là devraient appartenir à la région. Ça ne veut pas dire avoir toutes les infrastructures sous ce modèle-là, mais celles qui sont les plus stratégiques, il faut absolument commencer à l'envisager de cette façon-là. Comme un marché public appartient à
la ville et est géré par un OBNL en dessous. C'est des modèles qui existent et ça fonctionne déjà comme ça. Les abattoirs publics en France existent depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale et malgré qu'ils aient connu, à cause de l'industrialisation de l'agriculture, une période de crise, ils sont en relance en ce moment. Partout où il y a des déserts de services, on reconstruit des abattoirs publics et on met en place des plans de sauvetage pour ceux qui sont le plus en difficulté. Donc, il y a cette prise de conscience là-bas qu'un abattoir, c'est quelque chose de stratégique et ça relève de la responsabilité des territoires bien avant de relever de la responsabilité des producteurs. Donc, c'est là où on est pour ce modèle-là. Et moi, ce que je veux souligner, c'est qu'on a un exemple super inspirant au Québec, qui est l'abattoir de Charleville, dans la MRC du Pontiac. Quand l'abattoir a fermé, la MRC s'en est portée acquéreur en 2024. Ils ont effectué les différents travaux nécessaires. On fait un bail amphithéotique avec une coopérative de producteurs qui va relancer les opérations cette année. Et ça, c'est un modèle porteur d'avenir. Je crois qu'on devrait largement s'en inspirer. N'hésitez pas à communiquer avec eux pour avoir plus de détails, mais je crois que de sécuriser nos actifs de production, nos actifs stratégiques, passe par des modèles comme celui-là. On est rendu à la rentabilité. Pourquoi est-ce que ça vient jouer sur la rentabilité? Le mode de propriété, c'est que l'utilisation par l'opérateur est à 0 $. Donc, vous imaginez que oui, ça change quelque chose sur la rentabilité. Là, je vous ramène à l'étude elle-même et à notre cas, mais vous devez garder en tête que vous aurez à faire cette démarche-là de cette façon-là, ou enfin quelque chose s'en rapprochant. On s'est dit que dans la première année, qui est l'année de rodage, la captation de marché serait moindre. On serait probablement aux alentours de 10% de part de marché et ça progresse jusqu'à 35% à l'année 5. C'est une approche prudente parce qu'évidemment, ça pourrait aller plus rapidement que ça, mais autant y aller un peu pessimiste si on veut. Et si ça fonctionne, on n'aura que de belles surprises. Le prix a été fixé, comme je vous expliquais tout à l'heure, on peut pas y aller uniquement par l'analyse de la compétition. On voit qu'il faut faire une moyenne. Donc, c'est ce qu'on a fait. On est allé chercher les prix de tout partout. On tombe dans des moyennes raisonnables et on a cette indexation-là qui arrive à 2% par année. Le marché potentiel n'a pas été indexé dans nos projections et c'est encore une approche prudente. Au niveau du lapin, on commencerait avec 35% de part de marché parce que ça repose sur un plus petit nombre de joueurs et on pense pouvoir avoir 100% de part de marché déjà à l'année 2. Donc, vous voyez que les revenus vont croître d'un modeste 91 000 pendant le rodage jusqu'à 328 000 et on a besoin de 10 employés pour tourner un abattoir comme celui-là. 10 employés, on vous a mis dans les projections le pire scénario, comme si dès l'année de rodage, vous auriez 10 employés, ce qui ne sera sûrement pas le cas. On parlerait d'avoir la possibilité de séparer le travail en disant on a une équipe de 8 personnes pour l'abattage et le lendemain, on réembauche ces gens-là pour venir faire le travail d'emballage. Mais ça fait en sorte que même s'ils ne sont pas les 10 en même temps sur le terrain, il y a un certain nombre d'heures de travail à rémunérer. Donc, malgré qu'on n'a pas apporté cette nuance-là dans le calendrier, on peut comprendre que dans les chiffres, ça revient au même. On a mis un superviseur de production qui est payé à l'année et ça, c'est une décision stratégique pour retenir cet employé-là qui a un poste vraiment important et stratégique dans le démarrage et dans la poursuite des opérations. Donc, même s'il est appelé à travailler en abattage seulement une trentaine de jours par année sur la première année et 65 à l'année 5, il va faire beaucoup plus que ça parce que il doit se charger et de l'embauche et du développement de marché et d'un paquet de choses. Donc, ça, ce sont nos coûts de salaire et je veux juste vous dire que les salaires ont été fixés d'après la référence qu'on a utilisée, c'est celle du Comité sectoriel de main-d'œuvre en transformation alimentaire. C'était leur chiffre de 2022 et on a couplé ça à notre connaissance du marché pour établir des salaires qui se situent
je suis désolée, qui se situe entre 20 à 24 $ de l'heure, suivant les responsabilités et les tâches. Donc, quand on reporte ça dans des projections financières, on voit que, on a reporté nos revenus. Dans le coût des marchandises vendues, tout ce qui a été évalué, on a fait sortir des devis pour l'ensemble des frais, des devis de fournisseurs. Donc, les coûts qui sont là sont les vrais au 13 février 2026, donc toujours à remettre à jour. La consommation en électricité a été calculée avec la consommation suivant la cadence, suivant les périodes de pointe et de relâchement, le refroidissement, le maintien. Tout ça a été calculé par notre maître électricien. Quand on regarde l'ensemble des frais, tout a été sorti d'après des devis de fournisseurs, donc ce sont les coûts réels. On obtient à la première année d'opération 82 000 de déficit, ce qui est bien normal parce qu'on a un salaire à 69 000 pour seulement 31 jours d'opération. Donc, ça ne peut pas, il n'y a pas de magie. Vous remarquerez dans ça qu'il n'y a pas de loyer, il n'y a pas d'amortissement parce que forcément, on est avec un bail amphithéotique à 0 ou commercial, mais à 0 $. Et ce qu'on peut retenir de tout ça, c'est que l'équilibre financier arrive à l'année 2. Ce qu'on a dans on voit que le revenu net est à moins 5 447, mais c'est largement attribuable au fonds de prévoyance de 5 000 $. Donc, on est à peu près en équilibre financier à l'année 2. Et à l'année 3, on fait un petit surplus avec un fonds de prévoyance à 10 000 et ainsi de suite. Ce que ça démontre, ces projections financières-là, c'est que la capacité de remboursement est pratiquement nulle. Que l'objectif, c'est d'assurer le service, pas de générer des profits, d'où l'importance d'envisager l'économie sociale comme un modèle pour la gestion et les opérations de cette chose-là. Cela dit, si un privé avait comme mission, se donnait comme mission d'assurer le service, ben on aurait exactement le même genre de résultat. Donc, privez-vous d'aucune opportunité. Et ce qu'on voit, en fait, c'est que la dette ne peut pas reposer sur les opérateurs. Il faut que si les territoires se dotent d'objectifs de sécurité alimentaire et d'autonomie alimentaire régionale, ben ils doivent prendre ce bout de responsabilité-là pour sécuriser des actifs qui leur appartiennent et de permettre aux opérateurs d'avoir un peu plus une bouffée d'air finalement et d'assurer le service. C'est ça l'objectif qui est cherché dans ce modèle-là. Donc, je vous montre comment adapter cette démarche à votre territoire. On a presque terminé. La première chose, c'est de confirmer la volonté politique, sans quoi il n'y a rien qui va arriver, et regarder les MRC autour de vous pour définir votre biorégion, votre territoire d'intérêt, en compilant les PDZA des MRC avoisinantes pour identifier des partenaires potentiels. Les MRC avoisinantes ne sont pas vos compétiteurs, ils sont vos partenaires potentiels. De la même façon, la région d'à côté n'est pas ton compétiteur, mais ton partenaire potentiel, spécialement quand on est dans un tel désert de services. Comme on le voit au Québec en ce moment. Il faut obtenir l'appui des élus et des MRC qui sont concernés. Et vous identifiez un interlocuteur principal qui est chef de file, mais vous allez avoir besoin d'un porteur de projet aussi. Donc ça veut dire un budget pour le porteur de projet, des coûts des franges et du vrai support. Ne pas abandonner ça, ce porteur de projet-là, avec son costume de super-héros et espérer qu'il soit infaillible et immortel et sous-payé. Alors, vous allez avoir de la misère à recruter. Alors, je vous conseille de bien vous entourer. Cartographie pour le zonage, c'est la première étape que vous pourriez faire demain matin, là, même en raccrochant aujourd'hui, c'est d'identifier les municipalités avec dans votre MRC qui ont un zonage abattoir existant. Commencez à vous faire un tableau comme celui qu'on a fait pour les Mascoutins. Vous devez aussi évaluer le marché local.
Alors, vous pouvez comme consulter les EVQ pour avoir leurs données, les couvoirs pour avoir leurs données par MRC. Vous pouvez aussi faire la démarche qu'on a fait, coupler tout ça pour trianguler avec les données des producteurs. Ce qui serait l'idéal, et je sais que le MAPAC est à l'écoute, ça serait d'avoir une cartographie par MRC qui est fournie par toutes les directions régionales. C'est un vœu du cœur et ça permettrait à tout le monde de gagner du temps, mais tout le monde travaillerait avec les mêmes chiffres aussi. Et ça nous donnerait vraiment une longueur d'avance dans l'élaboration des projets. D'avoir un préavis favorable ou un avis d'assujettissement, il faut que vous voyez dans votre processus à partir de quand vous allez avoir assez d'informations pour aller le chercher, puis aller le chercher le plus rapidement possible. Parce que si c'est confirmé que le seul endroit, par exemple, où vous pouvez le mettre, vous déclenche tout de suite une obligation d'aller en demande d'autorisation, commencez dès maintenant parce que ça va être long avant que ça se résolve. Vous devrez, donc ça là, les 4 étapes que je viens de vous nommer là, on pourrait parler surtout des 3 premières étapes en fait, ça peut se faire sans avoir les producteurs assis à la table à chacune des étapes. Et ça, je fais appel à votre sens du devoir et des responsabilités, parce que si c'est écrit dans votre plan de développement de la zone agricole, c'est que ça relève de vous. Et les producteurs ne doivent pas, on doit cesser de demander aux producteurs d'être ceux qui résolvent les problèmes d'abattage au Québec, en plus de tous les autres problèmes qu'ils rencontrent. Alors, si on veut vraiment avoir une autonomie alimentaire régionale, on fait un travail de préparation avant de former un comité provisoire des parties prenantes qui vont inclure les producteurs. On ne peut pas les exclure de la démarche. Mais aujourd'hui, vous êtes tous des gens, pour que vous sachiez, là, dans la salle, pour la période de questions, là, vous êtes des développeurs économiques, vous êtes des agents de développement rural, vous êtes des gens du MAPAC et vous êtes des gens de l'économie sociale. Donc, il y a tout ce qu'il faut, c'est à vous, je crois, que ça relève de faire les prochaines étapes avant d'aller vers les producteurs pour leur demander comment ils veulent résoudre leurs problèmes. C'est le problème de tout le monde et les territoires doivent être impliqués. C'était mon plaidoyer. Choisir le modèle de propriété et de gouvernance va se faire avec les producteurs et vous devez voir à quel niveau d'implication ces gens-là, jusqu'à quel niveau d'implication ils peuvent aller et respecter les limites. Les abattoirs, donc, sont des infrastructures stratégiques et leur pérennité, on l'a montré, repose sur un partenariat public-économie sociale. Ce que l'étude démontre, c'est que c'est mesurable et réel, ce besoin-là, qu'on est dans du désert de services, que l'intérêt des producteurs est fort à utiliser leur abattoir, que l'équilibre économique est possible avec un modèle de propriété publique. Les voies de passage sont claires, puis elles existent pour accélérer la réalisation des projets. Les points de vigilance. La main-d'œuvre peut être un enjeu dans certaines régions, être un enjeu pas mal partout, vous allez me dire, mais dans certaines régions, ça peut être plus criant qu'ailleurs. Alors, ça vient quand même avec un peu de solutions. Par exemple, sonder, comme on le fait dans le sondage, qui est intéressé à participer aux activités d'abattage, de découpe, d'emballage et tout ça. Partager la main-d'œuvre aussi en période de pointe, essayez de vous coordonner avec des secteurs d'industrie ou d'activité dont les périodes de pointe sont pas les mêmes que les vôtres. Par exemple, les maraîchers, leur saison se termine avant la période de pointe de l'abattage. Donc, vous pouvez éventuellement récupérer leurs employés qui seraient partis autrement au chômage ou retourner dans leur pays quand on parle des travailleurs étrangers et allonger la saison de travail de ces gens-là en leur offrant du travail jusqu'à décembre. Et l'avantage de ça, c'est que ça garde ces employés-là dans le giron des employeurs à qui ils appartiennent, en fait, de qui ils relèvent initialement. Donc, ces partenariats-là sont à étudier. De la même façon, s'il y a un abattoir de viande rouge l'autre côté de la frontière de la municipalité voisine, ben vous pouvez aller coordonner vos journées d'abattage pour pas que ça soit les mêmes que celles de l'abattoir de viande rouge et vous échanger de la main-d'œuvre. Il y a une gymnastique de réflexion du territoire à faire pour surmonter ces enjeux-là.
Il y a la gestion, la valorisation des matières résiduelles aussi qui peut être un enjeu dans certaines régions. Donc, la première chose, c'est d'essayer d'en générer le moins possible, de penser en économie circulaire. Il y a un paquet de solutions pour ça. Je pourrais vous faire un webinaire juste là-dessus. Et il y a la possibilité donc, de développer la gestion des matières résiduelles, pas seulement pour l'abattoir, mais pour la région. Et là, on se ramasse avec subitement un gisement de matières résiduelles suffisamment grand pour pouvoir justifier la mise en place d'infrastructures de traitement ou de revalorisation. Pour ce qui est de l'engagement ferme des producteurs envers leur infrastructure, parfois ça peut manquer, spécialement en viande rouge. Pourquoi? Parce qu'ils ont, eux, la possibilité de vendre des animaux vivants, ce qui n'est pas avec la volaille, on n'a pas d'encan ou de choses comme ça. Donc, comment on fait pour avoir l'engagement ferme des producteurs à utiliser leur infrastructure? Ben, on leur tend la main, on ne peut pas leur forcer la main. Et la première chose à faire, c'est de les écouter et de savoir qu'est-ce qui est important pour eux et de développer des ententes où on leur offre de la sécurité et de la prévisibilité parce que c'est de ça dont ils ont besoin. Donc, si on verrouille un certain pourcentage de leur production, on verrouille un prix dans une entente d'approvisionnement garanti, ça peut être intéressant. Spécialement, on peut avoir la capacité de le faire si on n'a pas à supporter un endettement. Et c'est pour ça que ces modèles-là sont intéressants parce qu'ils offrent de la latitude pour développer des partenariats avec les producteurs qui sont aussi stratégiques pour les infrastructures que les infrastructures sont stratégiques pour eux. Alors voilà, j'ai terminé, moi, mon petit bout. Je repasserai la parole à Geneviève là-dessus. Oui, merci Fernande. C'était vraiment super intéressant, instructif et j'imagine que comme moi, les gens n'ont pas tout retenu de tous les toutes les données Impossible. que tu nous as partagées, mais comme on l'a écrit dans le clavardage, le PowerPoint va être partagé et le webinaire est enregistré. Donc, vous pourrez aussi là, le réécouter au besoin. Ça sera disponible là, sur la chaîne YouTube du TIES. Merci vraiment beaucoup pour vos présentations, votre générosité dans la réponse aux questions. Il y a plein de commentaires dans le clavardage qui vous remercient. Alors, je joins ma voix à tout ce qui a été écrit là. Je pense que ça répond vraiment à un besoin. Il y a des enjeux, comme on le disait au départ. Moi, j'ai beaucoup aimé comment vous l'ameniez tous les deux vraiment dans une perspective de développement régional, hein, que c'est pas que la responsabilité des producteurs, puis aussi que les MRC peuvent envisager ça comme étant une façon d'assurer le développement territorial, puis d'avoir accès à des infrastructures, puis finalement, c'est la vitalité territoriale qui est ici en jeu, puis je trouve que c'est super intéressant, vraiment, vraiment motivant. Donc, il va y avoir des suites, j'en suis convaincue, à ces 2 heures qu'on a passées ensemble devant nos écrans, mais qui va avoir un impact sur les territoires. Alors, bravo, merci. Et ça va être disponible sur YouTube. Merci beaucoup tout le monde. Merci tout le monde. Bonne journée.